Mesdames et messieurs, ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une rumeur, ce n'est pas un scénario de film d'anticipation, c'est la réalité, brute, nue, explosive. Un président des États-Unis qui se prend pour un général de guerre économique, qui enfile son costume de sauveur du peuple pour mieux poser les fondations d'un chaos mondial. Un matin du 1er août, les marchés du monde entier se sont réveillés avec une gueule de bois que même les plus cyniques n'avaient pas vu venir, car Trump a déclenché ce qu'il appelle lui-même la libération, la reconquête, la revanche tarifaire, une pluie de taxes, une avalanche de sanctions, une guerre contre tout ce qui ne porte pas l'étiquette Made in USA, et derrière cette opération digne d'un film de propagande soviétique, se cache une logique froide, brutale, calculer un monde divisé entre ceux qui se soumettent et ceux qui paient. Et attention, ici on ne parle pas de quelques centimes de surtaxe sur une brosse à dents. Non, on parle de 25 à 40% de pénalités sur des produits stratégiques, des batteries, des voitures, des panneaux solaires, de l'acier, des terres rares. Même ces éléments mystérieux extraits des entrailles de la planète sont désormais pris pour cible. Rien n'est trop petit. Rien n'est trop lointain pour échapper au radar trumpien. Et quand on demande pourquoi maintenant, la réponse n'est pas dans les chiffres, elle est dans l'idéologie. Trump ne veut pas corriger une balance commerciale. Il veut remodeler la carte du monde économique selon son fantasme d'autarcie triomphante. Chaque pays est un suspect, chaque accord, un piège, chaque partenaire, un traître potentiel. Il ne croit plus à l'interdépendance. Il la combat comme un poison. Il dresse des murs économiques là où d'autres bâtissent des ponts. Il impose une logique de punition, là où l'histoire réclamait une coopération. Et au passage, il dresse une liste noire, un véritable registre des pestiférés commerciaux. Ceux qui osent vendre plus qu'ils n'achètent, les déficitaires, les pays à déséquilibre, les entités économiques, qui ont eu le malheur d'être performantes face à l'Amérique. Ces nations sont désormais désignées à la vindicte. Elles doivent plier genoux ou subir. Et là où cela devient vertigineux, c'est que cette croisade n'est pas dirigée uniquement contre la Chine ou le Mexique. Non, cette fois, Trump a étendu son bras punitif jusqu'au Laos, au Myanmar, au Kazakhstan, à l'Afrique du Sud, autant dire que personne n'est à l'abri. Pas même les pays dont la majorité des citoyens ne sauraient même pas situer les États-Unis sur une carte. C'est une stratégie du chaos global, une mise à feu programmée de l'ordre commercial international. Et au cœur de cette tempête, il y a une contradiction que seul Trump peut ignorer. Car à force de taxer tout ce qui entre sur le territoire américain, il condamne son propre peuple à payer plus cher, à subir des pénuries, à voir des chaînes d'approvisionnement se briser, à ressentir les contre-coups d'une inflation fabriquée de toutes pièces. Mais pour le président, cela n'a pas d'importance, car il ne vend pas de l'économie, il vend une épopée. Il ne parle pas en chiffres, il parle en symboles, il parle de drapeaux de sacrifice, de résurrection industrielle. Il fait croire qu'en imposant des taxes à la planète entière, il rendra sa grandeur à l'Amérique, qu'il remettra les ouvriers dans les usines, qu'il fera pousser des aciéries sur les ruines des accords internationaux. Mais la réalité est bien plus sombre, bien plus glaçante, car ce plan est une bombe à fragmentation. Chaque taxe, chaque surtaxe engendre des représailles, des tensions, des effondrements silencieux dans les économies fragiles, des ruptures de stock, dans les commerces des hausses de prix pour les consommateurs, et tout cela, pourquoi? Pour satisfaire une vision du monde figée dans les années 50, un rêve de domination, un fantasme d'empire qui refuse de reconnaître la complexité du monde d'aujourd'hui. Alors, oui, ce 1er août n'est pas une date comme les autres, c'est le point de bascule, le jour où une nation a décidé seule, contre tous, de jeter un pavé dans la mare et de laisser les ondes de choc se propager aux 4 coins du globe. Et pendant ce temps, pendant que les économistes hurlent, que les marchés vacillent, que les partenaires se braquent, Trump lui sourit car il croit avoir gagné, il croit avoir frappé fort.
Mais ce qu'il vient peut-être de déclencher, ce n'est pas une renaissance américaine, c'est une fracture mondiale, une onde sismique qui n'épargnera personne, pas même ceux qui l'ont applaudi. Je vais mettre des taxes sur tout le monde, hurlait Trump, et les traders ont haussé les épaules pensant que c'était encore une fanfaronnade, une mise en scène pour faire peur aux partenaires et plaire aux électeurs. Mais cette fois, ce n'était pas une posture, c'était un ordre. Et quand les premières lignes de taxes sont tombées, quand les cargos ont commencé à ralentir, quand les douanes ont bloqué des containers entiers de batteries et de pièces automobiles, les marchés ont compris que le président ne blaguait pas. Wall Street a commencé à tousser, puis à trembler, puis à paniquer, car le grand rêve américain est aussi une immense machine logistique qui tourne à l'importation massive et que chaque taxe, chaque surtaxe est une pierre dans les rouages de cette machine, et soudain l'Amérique s'est rendu compte que punir le monde, c'était aussi se punir soi-même, que les iPhones coûtent plus cher, que les voitures prennent 2 mois de plus à être livrées, que les rayons des supermarchés ne sont plus aussi pleins que d'habitude, et surtout que les investisseurs détestent l'incertitude, encore plus que les impôts. Alors les bourses ont plongé, les courbes se sont affaissées. Les analystes ont commencé à employer des mots qu'on évite d'habitude, sur les plateaux télé: récession, contraction, choc exogène. Et tout cela à cause d'un homme qui croit qu'on peut remodeler le commerce mondial comme on réécrit un tweet en colère. Sauf que cette fois, ce n'est pas un tweet, c'est un tsunami silencieux qui monte et qui s'apprête à balayer des milliers d'entreprises, des dizaines de secteurs, et surtout la confiance, cette chose fragile et vitale qui fait que l'économie fonctionne. Et dans ce climat de tempête, ce sont les petites entreprises qui trinquent les importateurs, les distributeurs, les commerçants, ceux qui n'ont pas d'équipe de lobbyistes, ni de porte d'entrée à la Maison-Blanche. Eux, ils subissent, ils pleurent, ils ferment boutique, pendant que Trump fanfaronne à la télévision en parlant de victoire patriote, pendant qu'il célèbre la hausse des prix comme une preuve de réussite, pendant qu'il accuse l'Europe, la Chine, les BRICS et même les Martiens d'avoir ruiné la grandeur américaine. Et pendant ce temps, les experts, eux, perdent la voix, à force d'alerter, à force d'expliquer que ce jeu de domino tarifaire n'a jamais fonctionné, que chaque guerre commerciale finit mal, qu'il n'y a pas de gagnants, seulement des économies blessées et des citoyens appauvris. Mais dans cette cacophonie médiatique, la vérité n'est plus un argument, elle est un obstacle. Alors on l'écrase, on la piétine, on la taxe. Et ceux qui osent la défendre sont accusés d'être faibles, de trahir la nation, de ne pas croire en l'Amérique. Et pourtant, il faudrait s'arrêter un instant, lever les yeux, regarder les chiffres, les faits, les conséquences, parce que ce n'est pas un épisode passager, c'est une mutation, c'est une bascule vers un monde où la première puissance mondiale agit comme un adolescent capricieux qui claque la porte et insulte ses amis parce qu'il a peur de perdre sa place à la table. Alors oui, Wall Street tremble, mais le monde aussi. Et ce qui vient pourrait bien être pire que des taxes. Ce pourrait être un effondrement coordonné, une rupture de confiance, une série de démissions économiques en chaîne, un désordre nouveau, où chacun joue pour soi, où l'Amérique d'abord devient l'Amérique seule. Et dans cette solitude choisie, elle pourrait bien se perdre, parce qu'un pays même aussi grand que les États-Unis ne peut prospérer durablement en déclarant la guerre au reste de la planète. Alors que faire, me demanderez-vous ce que vous êtes déjà en train de faire? Écouter, comprendre, réfléchir et surtout ne pas céder à la peur ou au slogan. Car dans ce tumulte, le vrai pouvoir n'est pas dans les tweets ni dans les taxes, il est dans la lucidité. Et c'est pour ça qu'on continue ici à décrypter, à dévoiler, à crier dans le désert médiatique qu'un coup d'éclat n'est pas une stratégie, qu'une taxe n'est pas une solution et qu'un président en guerre contre l'économie mondiale finit toujours par être en guerre contre son propre peuple. Restez avec nous car la suite, elle est encore plus explosive, air froide et de café réchauffé depuis 3 heures. Imaginez des ministres tendus, des ambassadeurs qui s'échangent des regards nerveux, des traducteurs qui transpirent en silence, pendant que de l'autre côté de la table, l'envoyé spécial des États-Unis pose un dossier marqué en lettres capitales « Offre non négociable ».
Imaginez maintenant le silence qui s'installe quand ce représentant lit d'une voix monocorde les nouvelles conditions commerciales imposées par la Maison-Blanche. Un document où chaque ligne est une menace, où chaque paragraphe commence par « Si vous voulez garder l'accès au marché américain sans taxe ». Voici ce que vous devez accepter. Imaginez des pays entiers qui découvrent que leur sort économique dépend maintenant d'une signature au bas d'un contrat qui ressemble plus à une reddition qu'à une coopération bienvenue dans la diplomatie. Façon Trump, bienvenue dans le monde où les traités sont des prises d'otages économiques, où les partenariats deviennent des rapports de force, où l'on ne discute plus à égalité mais à genoux. Et cette méthode, elle n'est pas improvisée. Elle est pensée, calculée, assumée. Car dans l'esprit de Donald Trump, les relations internationales sont un ring, et il n'y a pas de place pour deux champions. Les accords doivent être unilatéraux. Sinon ce ne sont pas des accords, ce sont des trahisons. Alors on redait les règles, on efface les traités anciens, on menace de sortir de l'OMC, on regarde les alliés comme des concurrents, et on transforme chaque négociation en ultimatum. C'est simple, efficace, brutal, et ça laisse des traces profondes, car face à cette stratégie du tout ou rien, certains pays cèdent par peur d'être exclus d'autres, résistent, mais paient cher leur résistance. Et les plus petits, eux, n'ont même pas le luxe de résister. Ils acceptent, ils signent, ils s'adaptent, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et dans cette logique de bulldozer géopolitique, Trump avance vite, très vite, trop vite parfois, au point de bousculer même ses propres diplomates, au point de forcer la main à ses partenaires les plus fidèles comme le Japon, le Canada ou l'Allemagne, qui se retrouvent humiliés publiquement puis invités à sourire pour la photo de groupe, et pendant ce temps dans les capitales du monde entier, on commence à douter de l'Amérique, non pas de sa puissance mais de sa stabilité, car on ne sait plus ce qu'elle veut, on ne sait plus ce qu'elle promet, on ne sait plus combien de temps elle tiendra sa parole. Alors, on anticipe, on réorganise, on cherche d'autres partenaires, on rêve de circuits alternatifs, de marchés moins volatiles, de monnaies plus neutres. Et lentement, insidieusement, ce rêve devient un plan, car même les plus grands alliés commencent à se dire qu'un monde trop dépendant des caprices d'un seul homme est un monde trop dangereux à long terme, et c'est là que Trump pourrait perdre bien plus qu'une négociation. Il pourrait perdre la confiance, ce ciment invisible mais essentiel des relations internationales. Il pourrait transformer la peur respectueuse en méfiance durable. Il pourrait faire de l'Amérique non pas le leader du monde libre, mais le client le plus imprévisible de la planète. Et ça, ce n'est pas une victoire. C'est un isolement qui avance, à pas feutrés. Pendant que les projecteurs sont braqués sur les tweets, pendant que les caméras filment les poignées de main forcées, pendant que les journalistes comptent les taxes, le monde s'organise, se détourne, se prépare à un après. Trump, avec ou sans lui, restait bien accroché car la suite de cette saga tarifaire ne se joue pas seulement à la douane ou à la bourse. Elle se joue dans les couloirs secrets des chancelleries, dans les backrooms feutrés des sommets internationaux, là où les vrais équilibres sont en train de bouger en silence, sans fracas, mais pas sans conséquences, pendant que le monde s'agite, pendant que les diplomates courent d'un sommet à l'autre, pendant que les entreprises refont leurs calculs et que les marchés bégayent leur panique. Il est là, dans ce bureau aux rideaux lourds, sous les dorures et les caméras. Il regarde les écrans, les courbes, les gros titres. Il sourit. Peut-être même il trinque, parce que dans sa tête, tout cela est une réussite, non pas économique, non pas stratégique, mais narrative. Trump ne veut pas gérer une économie. Il veut écrire une épopée. Il ne veut pas diriger un pays. Il veut incarner une croisade, une vengeance contre les élites, contre les technocrates, contre les règles du jeu qu'il n'a pas écrites et qu'il n'a jamais acceptées. Alors il les piétine, les règles, les accords, les traités. Il les remplace par sa propre logique, celle du plus fort, du plus bruyant, du dernier qui parle. Mais derrière cette illusion de puissance, une question obsède les chancelleries, les économistes, les citoyens, jusqu'à Wall Street, qui tangue encore sous les effets de ses décisions. Cette question c'est: et après, que se passe-t-il quand tous les partenaires ont été menacés, quand tous les alliés ont été humiliés, quand tous les accords ont été détricotés? Que reste-t-il, une Amérique plus forte ou plus seule,
une économie protégée ou asphyxiée, une industrie relancée ou piégée dans ses propres contradictions. Car si le chaos est une méthode, il n'est pas une solution, et chaque choc provoqué, chaque taxe imposée, chaque ultimatum signé laisse des traces profondes, dures, lentes, à cicatriser et parfois irréversibles. Ce n'est pas seulement une guerre commerciale, c'est une guerre contre le monde, tel qu'il a été construit depuis des décennies, un monde imparfait, oui déséquilibré parfois, mais fondé sur un principe simple, dialoguer, négocier, échanger. Et quand on remplace cela par la peur, la menace, le chantage, on n'avance pas, on régresse. Et pendant que Trump brandit ses tarifs comme des trophées, pendant qu'il impose des accords, comme des redditions, pendant qu'il divise, pour mieux régner le monde, lui commence à réfléchir à l'après-Trump, à reconstruire ailleurs, à commercer autrement, à créer des alliances de résistance, à inventer un monde plus résilient, moins vulnérable aux caprices d'un seul homme. Car si ce plan avait un objectif stratégique, il s'est déjà retourné contre lui, et si ce plan n'était qu'un spectacle, il a coûté trop cher au public. Alors restez lucide, gardez les yeux ouverts, et n'oubliez pas que parfois l'arme la plus dangereuse, ce n'est pas un missile ni une taxe. C'est une signature posée dans le silence d'un bureau une nuit d'été, pendant que tout le monde dort et que le monde change sans bruit, parce qu'au fond ce n'était jamais une question d'économie, mais de narration. Ce plan tarifaire, ce jour de la libération, ce mur fiscal invisible, tout cela ne visait pas à équilibrer les comptes ni à relancer l'industrie, mais à fabriquer un récit puissant addictif, tranché entre le bien et le mal, entre les vrais patriotes et les traîtres mondialisés. Un récit où la complexité est l'ennemi, où le doute est un poison, où les solutions lentes sont des trahisons dans ce récit. Trump n'a pas besoin d'expliquer. Il lui suffit d'accuser, pas besoin de convaincre, il lui suffit de crier. Et pour un temps ça marche. Les courbes peuvent plonger, les experts peuvent alerter, les partenaires peuvent claquer la porte. Tant que les foules applaudissent, rien d'autre ne compte. Mais ce que ce récit oublie, c'est que les mythes finissent toujours par se heurter au réel. Et le réel, lui, est têtu. Il revient toujours frapper à la porte quand les factures arrivent, quand les salaires stagnent, quand les rayons se vident, quand les patrons licencient, quand les familles calculent chaque dollar à l'épicerie. Alors, les slogans se fissurent et les promesses s'effondrent. Et soudain, le mythe de la grandeur tarifaire laisse place à une nation fatiguée, divisée, inquiète. Ce plan qui se voulait, un coup de génie, devient un boomerang, qui revient en pleine figure, et l'histoire jugera pas seulement les chiffres, mais l'intention. Parce qu'on peut se tromper, mais on ne peut pas manipuler indéfiniment. Et si ce plan échoue, ce ne sera pas faute d'avertissement, ce sera par aveuglement volontaire, par orgueil politique, par volonté de transformer une inquiétude légitime en arme électorale. Alors la grande question qui reste suspendue comme un rideau mal fixé, c'est celle-ci. Combien de temps encore ce théâtre tiendra-t-il avant que la scène ne s'effondre sous le poids de ses propres mensonges et que les applaudissements se transforment en silence gêné? Parce que frapper le monde ne fait pas de vous un héros, menacer ses alliés, ne fait pas de vous un stratège et faire payer les plus fragiles, ne fait pas de vous un patriote, cela fait de vous juste un homme seul enfermé dans son propre récit, derrière un mur de taxes qui finit par enfermer toute une nation avec lui. Mais voici le détail que personne n'avait vu venir et qui fait trembler jusqu'au cœur même du système. Un document classé confidentiel, révélé par une fuite interne, montre que dès janvier, l'administration Trump avait prévu non seulement l'impact économique désastreux des taxes, mais aussi les troubles sociaux qu'elles provoqueraient, pénurie locale, hausse brutale dans les supermarchés, fermeture d'usines. Et plus étonnant encore, une alerte rouge sur les risques de manifestations violentes dans plusieurs États industriels. Cela veut dire une chose très simple. Trump savait, il savait, et il a avancé quand même pire.
Encore, ce même document évoque une stratégie de diversion en cas d'effondrement de popularité, un plan B, une escalade diplomatique ciblée contre un pays jugé vulnérable économiquement et politiquement pour détourner l'attention et rallumer le feu patriotique interne, nom de code, opération rideau de fumée. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est plus de la politique, c'est du théâtre de crise monté comme un scénario de film catastrophe, mais joué avec les vraies vies, les vraies peurs et les vrais sacrifices. Et pendant ce temps, dans les coulisses, la panique monte à la Maison-Blanche. Les conseillers se contredisent, les ministres se contournent, les agences fédérales ne savent plus quelle directive suivre, car le chaos n'est pas seulement une méthode, c'est devenu une ambiance, un brouillard permanent où personne ne distingue le cap réel. Mais Trump lui avance toujours plus vite, toujours plus seul, porté par une conviction inébranlable que la vérité ne compte pas, que seul compte le récit, la mise en scène, et tant pis. Si les fondations craquent, si la démocratie tremble, si le peuple se divise, tant que l'image reste forte, tant que la colère masque le vide. Alors il continue, il signe, il menace, il divise. Et au loin, très loin, dans les zones oubliées de l'Amérique profonde, les premiers signes apparaissent des entrepôts vides, des factures doublées, des grèves silencieuses, mais ce n'est que le début, car ce plan n'a jamais eu pour but de durer. Il a eu pour but de brûler tout ce qui restait de l'ancien monde pour qu'il soit seul à tenir les cendres.